Voilà, les états généraux de la justice, mesdames et messieurs, 4e jour. Ce fut un moment de choc d'idées. Ce fut un moment de choc de vérité. Gilles Alinguet, l'inspecteur, a été parmi les panélistes. Et Kassimon Amboka, Gilles Alinguet, il a bêtisé pour la Kolobaïte. Au-delà de ce qui et c'est la justice Nabiso a la autonomie, indépendance financière où dépendre et que ça a été justice Yamboka Nabiso et la corrompu les sous-soutés parce que à bêti les CC pour la comment expliquer une personne membre du gouvernement ou à lui seul à Oiba et belé un million de dollars kasi azali la possibilité to justice a la possibilité à colonner parce que d'abord azali couvert par des immunités. Deuxièmement, azali na mboro oyo ayibi ezali kosala ete alegana ko corrompre to pe ko somba justice. Voilà pourquoi Gilles Alinguet, leur exposition aye azala qui pensa clair avec des mots techniques et puis simples pour na ko sunga ba kongomani ba comprendre mission IGF et puis importance to pe retomber ya état généraux de la justice oyo pour la deuxième phase oyo. Telle thérapie pour guérir notre justice. Bolanda Namolaï exposé à Gilles Alinguet, n'engi a beti ba missile to boutane juste après. Surtout, bon continuer à s'abonner sur Global Info Télévision avec les vôtres. Je ferme mes couettes et journalistes Mboka Congo, Tolinga Congo, koleka ba parti politique. Suivez et puis to boutane juste après. À Paloli. Le contentieux international se porte bien parce que tout ce qu'on pouvait imaginer comme initiative à prendre pour lutter contre l'agression dont notre pays est victime est aujourd'hui mise en marche par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le front judiciaire qu'il préside lui-même avec l'assistance de son Excellence Madame la Première Ministre. Dans le front judiciaire actuellement, il y a une task force qui regroupe les experts en droit international public. Il y a un chargé de mission du président de la République près la CPI et actuellement au sein du gouvernement, il y a un membre du gouvernement qui s'occupe du contentieux international. Le président de la République conçoit les initiatives qui peuvent atteindre le Rwanda, Paul Kagame et consorts. C'est ainsi que vous avez vu récemment la CPI qui avait arrêté les enquêtes en RDC revenir, mais c'est pour enquêter à partir de 2002 jusqu'aujourd'hui. À côté de cela, il y a la requête de la RDC qui a été introduite à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. À part ces deux initiatives, vous avez été témoin que le 26 septembre, il s'est ouvert à Arusha un procès contre le Rwanda. Il va sans dire que le chef de l'État avait aussi engagé des avocats internationaux pour que ceux-ci demandent à la société Apple de donner la traçabilité des matières premières utilisées dans la fabrication des téléphones. C'est une première parce que maintenant Apple ne saura pas prouver que le coltan utilisé vient du Rwanda. Et il s'en suivra un procès non seulement contre Apple, mais aussi contre beaucoup de multinationales. Contre le Rwanda, nous sommes en train de préparer une requête à introduire à la Cour internationale de justice pour que cette fois-ci, le Rwanda n'échappe pas, qu'il soit condamné comme l'a été l'Ouganda. Donc, j'ai entretenu les panélistes sur ce qui est déjà fait et ce qui doit encore être fait. Mais en tout cas, j'ai insisté sur la clairvoyance du président de la République dans ces secteurs-là
et il ne ménage aucun effort, aucun moyen pour atteindre le Rwanda, Paul Kagame et consorts. Maintenant, nous avons demandé aux citoyens lambda, à notre peuple qui vit ces exactions dans sa peau au jour le jour, de donner aussi sa contribution dont nous tiendrons compte. Merci. Je ne sais pas si je saurais répondre à la moment à toutes les questions en considérant aujourd'hui que la lutte contre la corruption est un élément très important dans notre société. Excellences, Messieurs les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, président du comité organisateur de ces assises, honorable rapporteur de l'Assemblée nationale, Excellences, Messieurs les ministres du portefeuille, Messieurs les intervenants, distingués invités à leurs titres et rangs respectifs, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi d'être associé à ces assises pour parler de l'état des liens de la corruption et des détournements de deniers publics qu'est une réponse judiciaire. Je voudrais, avant d'y aller, aborder les problèmes de la corruption pour sensibiliser tous les participants aujourd'hui pour que nous puissions réaliser qu'il n'y a aucun développement avec la corruption. Il y a une corrélation directe entre la corruption et le sous-développement. La misère collective dans laquelle nous vivons tous est une conséquence de la corruption et des détournements des deniers publics. Il ne faut nullement s'attendre à un développement ou à une amélioration de notre vécu quotidien ou à un progrès social tant que nous vivons dans un environnement où la corruption et le détournement des deniers publics prennent des ampleurs de plus en plus élevées. Mesdames et messieurs, si tout le monde s'accorde à dire que la justice est malade, Son Excellence, Monsieur le ministre du portefeuille, a dit que le portefeuille de l'État est malade. Moi, je peux aussi emboîter les pas en vous disant que la gouvernance publique, la gouvernance financière publique dans notre pays est dans le coma. Que la mauvaise gouvernance publique a aggravé la maladie de notre justice. Si la gouvernance publique était bonne, si notre gouvernance publique était bonne, notre justice souffrirait peut-être de la malaria ou d'une grippe, au lieu du cancer que nous devrions aujourd'hui. Donc, j'aimerais que vous puissiez considérer les détourneurs des fonds publics, les corrompus, comme étant des acteurs importants du sous-développement de notre pays. Et le chef de l'État, en 2019, a fait l'état des lieux lui-même. Il a déclaré ceci: s'il y a quelque chose que je ne soupçonnais pas avant d'arriver au pouvoir, c'est l'ampleur de la corruption dans notre pays. Donc, le chef de l'État s'est rendu compte en 2019 que l'ampleur de la corruption dans notre société était tellement élevée qu'il était totalement exclu d'arriver à un développement ou à l'amélioration du bien-être sans déclencher une véritable lutte contre ces phénomènes. Alors, pour parler de l'état de lieu de la corruption dans notre environnement, j'ai pensé le faire d'une manière évolutive, en partant de 2020 pour arriver en 2023 et en vous donnant des indicateurs quantitatifs précis qui démontrent la corruption et le détournement des deniers publics. Et par la suite, je vais vous donner les facteurs qui ont contribué à cette évolution et par la suite, enfin, nous allons proposer des pistes de solutions. En ce qui concerne l'évolution des indices de corruption ou l'état de la corruption dans notre pays, nous avions sélectionné 7 indices, dont 6 indices quantitatifs et un indice relatif.
relatifs, c'est-à-dire nous n'avons pas de chiffres, mais c'est en fait les appréciations des acteurs qui sont dans le domaine. Le premier indice de la corruption ou de l'état de corruption qui était dans notre pays, c'est l'indice de perception de la corruption. Cet indice, il est international, il est publié par un organisme international, Transparency International. En 2020, la République démocratique du Congo était classée 172e sur 180 pays cotés. À titre d'information, sur les 180 pays, les 20 premiers sont dans la zone verte. Des 21 à 100, c'est la zone bleue. Des 101 à 150, c'est la zone orange. Et des 150 à 180, c'est la zone rouge. Et la zone rouge, c'est la zone de non-développement. Et la zone orange, c'est une zone qui matérialise les efforts menés par le pays pour quitter un état de corruption aggravé. Donc, nous, en 2020, nous étions classés 172e pays sur 180, laissant derrière nous Somalie, Irak, Afghanistan. Et en 2023, cet indice a évolué. En 2023, Transparency International a classé la République démocratique du Congo 172e sur 180. C'est pour dire que le pays a fait 10 pas en avant en 4 ans. Deuxième indice de corruption et détournement des deniers publics, c'est la sous-facturation, l'inexécution et l'exécution partielle des marchés publics. Pour parler de la sous-facturation dans les marchés publics, je prends le cas des marchés de construction des immeubles. Pour parler de la sous-facturation, nous avons des indices, nous avons des critères, des normes. Dans la sous-région Afrique centrale, pour construire un immeuble, le coût de construction est de 600 à 900 $ par mètre carré. Et lorsque vous êtes dans cette fourchette-là, vous êtes dans les normes. Dès lors que vous dépassez 900 $ le mètre carré, vous entrez dans la zone de sous-facturation. En République démocratique du Congo, compte tenu des coûts élevés des matériaux de construction, nous sommes entre 900 et 1350 $ le mètre carré dans les normes. Lorsque vous commencez à dépasser 1350 $ le mètre carré, vous entrez dans la zone de sous-facturation. Et si vous prenez cet indice-là de sous-facturation, beaucoup d'édifices publics qui ont été construits dans notre pays pendant cette période étaient soit à 3 000 $ le mètre carré, 5 000 $ le mètre carré, 6 000 $ le mètre carré. L'autre élément, c'est l'inexécution ou l'exécution partielle des marchés publics. En ce qui concerne l'inexécution, je peux rapidement vous donner un exemple. Nous avons découvert en 2020 que toutes les provinces de la République démocratique du Congo avaient déjà bénéficié, avant 2019, des fonds pour construire des gouvernorats. Et en faisant l'état des lieux, il n'y avait que 3 provinces qui disposaient des gouvernorats, les restes n'en avaient pas. Donc il y avait une exécution des marchés publics, les fonds ont pris des destinations inconnues. Il y a également l'exécution partielle des marchés publics. Nous avons fait un état des lieux et il y a beaucoup de marchés publics pour lesquels le pouvoir public a sorti l'argent qui avait exécution partielle. Il y a un autre élément dans les marchés publics, c'est au fait les malfaçons. On a constaté qu'il y a plusieurs marchés publics, notamment dans le domaine des routes, où on a sorti l'argent, où on a totalement fini, mais les travaux n'ont pas été faits comme voulu. Par exemple, là où il était prévu dans les cahiers des charges qu'on puisse avoir des routes avec des couches de 10 cm ou de 20 cm, on a fait 3 à 4 cm de manière à ce que chaque année ou chaque 2 ans, on devait revenir sur les mêmes routes. Donc, aujourd'hui, à partir de 2020, quand nous parlons 100%, c'est-à-dire en 2020, aucun marché public compris dans notre pays
étaient exempts de faits de corruption. Tous les marchés publics, tout le monde était dans la sous-facturation, dans la corruption. Pour bénéficier du marché public, il fallait corrompre. Et on a fait un effort aujourd'hui, on arrive autour de 80%. Ça signifie qu'aujourd'hui, 80% des marchés publics qui sont passés chez nous sont émaillés de faits de corruption. Troisième élément, c'est le niveau de mobilisation des ressources financières. Ça aussi, c'est un élément important. Il est mondialement reconnu que le niveau de mobilisation des ressources internes par rapport au produit intérieur brut doit être entre 20 et 25%. Si vous arrivez à prélever les ressources publiques sur le PIB autour de 20 à 25% du PIB, vous êtes dans les normes. Mais chez nous, en 2020, nos ressources financières propres représentaient 8% du produit intérieur brut. Nous montre que nous devrions être autour de 20 à 22% du PIB. Ça signifie que lorsque nous ne captons que 8%, la différence passe par la fraude et la corruption. Et nous avons évolué en 2023, nous sommes arrivés au taux de 16% du PIB. C'est ce qui a fait que le pays a connu une augmentation en mobilisation des ressources propres qui est passée de 4 milliards en 2020 à 10 milliards en 2023. L'indice suivant, c'est le degré de privatisation des moyens communs par une minorité. Et ça, c'est un indice relatif. Il se constate au fait dans toutes les entités publiques, plus particulièrement les entreprises et les établissements publics, un degré de privatisation très élevé des moyens communs. Les responsables qui sont mis à la tête de ces entités s'accaparent de l'ensemble des moyens, que ce soit les moyens financiers, les moyens matériels, tendance à la baisse à la suite de plusieurs mécanismes qui ont été mis en place pour amener la possibilité pour les services de contrôle de retracer les 10 $ sur le terrain. C'est ça l'indice de la traçabilité de la dépense publique. En 2020, lorsque l'État sortait 10 $, la possibilité de retrouver réellement les 10 $ sur le terrain dans l'effectivité était de 20%. Donc, aujourd'hui, cet indice s'est amélioré, on est encore autour de 50%. Imaginez un pays en 2020 qui n'avait qu'un budget de 4 milliards de dollars américains, dont près de 3 milliards affectés à la rémunération des agents publics. Il nous restait 1 milliard et dans les 1 milliard, le fonctionnement des institutions prenait 800 millions et 200 millions étaient réservés à dossiers. Quand on venait vers les ministères publics avec les dossiers, nous avions constaté que le ministère public avait lui-même des problèmes à comprendre tout d'abord ce que nous faisons comme travail. Nous avons affaire à des magistrats qui, dans leur profil de formation, avaient peur de la comptabilité, des chiffres, des finances publiques. Et aujourd'hui, la réalité, le détournement de la corruption, c'est au travers de la comptabilité, au travers des finances publiques, au travers des chiffres. Donc nous avons dit, on peut passer 1 mois, 2 mois. Tout d'abord, il faut tout d'abord expliquer au ministère public les dossiers de manière à ce que lui puisse porter cela et être capable d'amener la personne vers les juges. Donc voilà pourquoi nous avions dit qu'il faut, à l'instar de ce qui se passe ailleurs, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, je commencerai mon mot par 3 questions. Avant cela, nous vous remercions pour avoir pensé à nous, pour avoir pensé à notre modeste personne, venir assister à ces assises. À ces assises que nous considérons comme étant un lieu, un cadre où nous devons traiter de manière objective la question liée à la remise en cause du système jugé congolais. Demander des réformes très importantes
Je crois que ces réformes demandées ne peuvent faire l'objet que si nous acceptons de nous abandonner nous-mêmes, voir l'avenir, voir ces pays, voir l'avenir de ces pays, voir l'avenir de nos enfants, pas pour nous-mêmes, pas pour nos positionnements, pas pour nos intérêts actuels. Excellences, chers participants, qui peut accepter recourir à un malade? Qui, dans cette salle, peut accepter recourir à un malade? Qui peut accepter que sa fille soit gardée par une personne malade? Sa fille de 10 ans, sa fille de 11 ans, sa fille de 12 ans, être gardée par un malade. Qui peut se concentrer à faire un travail quand il sait que son conjoint ou un proche est gravement malade? La justice congolaise est malade. Je dis bien la justice congolaise est malade. Ce matin, nous avons suivi le professeur Massamba qui est allé au-delà en disant que la justice est en faillite, en cessation de paix. Excellence, la justice demeure un des principes fondamentaux de la société. Aujourd'hui, elle est un sujet de controverse et de contrariété. Elle est unanimement décriée du sommet de l'État qu'au sein même de professions judiciaires, dans les salons, dans les charnières, de telles interrogations, de telles inquiétudes, de telles colères n'ont pas besoin d'être prouvées ou justifiées. Il y a un auteur qui dit « Le degré de la civilisation d'un peuple se mesure à la qualité de sa justice ». Cela a comme corollaire que la justice est la garante de la sécurité juridique. Son organisation doit, on ne dit pas peut, on dit doit être à la fois performante, compréhensible, voire accessible pour les justiciables. C'est fort de cela que les juristes affirment que les palais de justice sont les hôpitaux de droit malade. Chers participants, tout protocole respecté, il est indéniable que l'avocat, je dis bien que l'avocat ici, vous me permettez, son Excellence, Monsieur le ministre d'État, que je dise, j'ai 28 ans de profession comme avocat. Plusieurs fois membre du Conseil de l'Ordre. Je fais 5 ans comme membre du Conseil national de l'Ordre. Aujourd'hui, je suis bâtonnier dans la province du Haut-Katanga où je gère plus de 1783, 1784 avocats qui me parlent de la justice. Et je crois être un avocat, comme je l'ai dit, mieux placé pour aborder la question liée à l'administration de la justice. Évaluer les pouvoirs judiciaires et son indépendance, si pas l'indépendance du juge. Je suis un avocat qui accompagne les riches et qui se voient extorqués malgré un droit indiscutable. Je défends les pauvres dans les dossiers stagnent, faute de moyens pour accélérer la procédure. J'observe sur le banc des accusés le principe fondamental de l'égalité entre les hommes. J'observe que sur le banc des accusés, le principe fondamental de l'égalité entre les hommes devient illusoire, car tout dépend du statut social. Souvent, l'avocat que je suis témoin des incursions politiques dans le pouvoir judiciaire. Ce qui rend le magistrat vulnérable.
ce qui rend le juge devant qui je plaide très vulnérable. Il arrive des fois, hélas, l'avocat que je suis, que je devienne un maillon dans la chaîne d'une injustice qui n'en est pas une. Il est tout aussi délicat de définir les contours d'une réforme, d'une justice que la société qualifie de moribonde, que de présenter toutes les réformes possibles en 10 minutes, en 15 minutes. Signé avec la coordination, mais ramené à 15 minutes. Les conventions légalement formées tiennent lieu de mois. Moi, je m'en reviens. Les débats suivis, les professeurs entendus, les experts entendus, les hauts magistrats, les politiciens, tous ces débats nécessitent des réflexions et des actions pour regagner la confiance des justiciables. Cette démarche ne doit pas occulter, comme l'a dit ce matin le professeur Massamba, ne doit pas occulter le travail quotidien de certains acteurs qui s'efforcent d'assurer un certain degré de justice dans notre société. Je tiens à saluer tous ceux qui œuvrent pour maintenir notre justice en vie. Le personnel judiciaire. J'entends les magistrats. J'entends les huissiers, les greffiers, les agents de l'ordre judiciaire. J'entends aussi les auxiliaires de la justice, les avocats et les défenseurs judiciaires. Bien qu'ils fassent une différence, leur impact reste limité en raison d'une culture des antivaleurs, de l'autoritarisme, de la médiocrité qui règne notre société. La réforme de l'administration de la justice doit avant tout consister à identifier les obstacles qui entravent le bon fonctionnement d'un système, le système judiciaire que nous décrivons aujourd'hui. Il est souvent affirmé que notre justice est corrompue. Nous sommes tous corrompus. Nous sommes tous corrompus. Et que notre justice est malade. Nous sommes tous malades. Nous, les acteurs de cette justice. Je cite le personnel judiciaire.